Bonjour, nous sommes le mardi 19 juin 2018 et pas de thème précis à ma vidéo aujourd'hui, mais un titre quand même. Le titre ce sera Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors pourquoi il vaut mieux en rire qu'en pleurer? Parce que si vous ne l'avez pas constaté vous-même, je vous le rappelle quand même, le monde est en décomposition rapide. Monsieur Salvini, ministre de l'Intérieur en Italie du gouvernement populiste, dit qu'il va s'occuper sérieusement de la question des Roms. Bon, alors on s'attend au pire parce que quand on s'en prend sérieusement à une population qui est arrivée dans nos pays, je crois que si j'ai bon souvenir au XIIe siècle, et qui s'est mêlée à notre population et qui, voilà, d'une manière un peu, comment dire, hétérogène, fut la, vu le fait que c'était une population qui venait d'un pays où il y avait un système à caste et que cette population ne s'est jamais véritablement mêlée à la nôtre et restée un peu dans sa manière de voir les choses, quand on s'en prend sérieusement aux Roms, c'est dans une perspective, bien entendu, comme on l'a déjà vu, d'élimination. Alors, ça fait très très peur. Pendant ce temps-là, monsieur Trump, qui est convaincu qu'il n'est pas encore assez proche de l'image de Néron, a mis en place une politique de tolérance zéro à l'immigration clandestine qui a conduit déjà à la séparation de 2000 enfants de leurs parents à la frontière avec le Mexique. Enfants dont on peut voir des photos dans des cages. Politique qui a conduit l'épouse de M. Trump, Mme Melania Klein, à s'élever contre la politique de son mari. Voilà un couple qui ne durera plus très très longtemps, d'autant que les enquêtes sur les frasques de son mari se poursuivent. On vient de saisir les données d'un certain hôtel où Monsieur Trump s'est retrouvé assez souvent. Monsieur Trump donc a décidé fort de son succès dans ses discussions avec le dictateur de Corée du Nord, a décidé qu'il allait dans le bon sens. Et vous allez voir, j'ai un texte qui sort jeudi où je me suis réintéressé à la manière dont Monsieur Eric Fromm, le psychanalyste allemand qui a longtemps vécu aux États-Unis, a introduit cette notion du pervers narcissique, qui, s'il accède au pouvoir, a la possibilité de plier le monde à ses rêves de grandeur, et qui voit donc la preuve que son schéma est bon, bien entendu, jusqu'à la chute finale. Je vous ai parlé à propos de ça, de cet excellent film sur la chute d'Hitler, et reproduit une petite vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore qui va mal dans le monde? Le Royaume-Uni essaye de réparer les pots cassés après le désastre hein, du vote du Brexit. Alors ce sont les lords qui essayent de remettre un peu d'ordre là-dedans et d'essayer d'empêcher que ce machin n'ait en réalité lieu, parce que là c'est la décomposition. C'est la décomposition du Royaume-Uni que nous observons. C'est pas simplement parce que la question irlandaise redeviendrait insoluble, c'est surtout de la pauvreté, la catastrophe économique que cette décision représente pour le pays. Alors, comme vous le savez, il y a quelques pays qui résistent encore pas mal. Qu'est-ce qu'ils font ces pays-là? Ben, ils essayent de manière dérisoire de terminer le programme ultralibéral, sérieusement remis en question par un fameux démenti par les faits qu'on appelle la crise des subprimes en 2008. Il y a des gens qui sont encore sur la lancée et qui essayent de terminer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Ben, vous le savez, voilà, il faut remettre en place quelque chose qui n'est ni le communisme soviétique ni le capitalisme, qui est un autre type de solution. C'est pas non plus la third way, la troisième voie de Monsieur Blair en Grande-Bretagne, concoctée par Monsieur Anthony Giddens. Non, 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 non. Il faut revenir plutôt à des choses dans l'esprit de la révolution sociale. Qu'est-ce que c'est la révolution sociale? Eh bien, c'est ce grand courant de la première moitié du 19e siècle, celle qui a donné ce que Marx appelait de manière dérisoire, dans la dérision, qu'il appelait les socialistes petits bourgeois et les socialistes
utopiques. Voilà les gens dont il faut s'inspirer à nouveau et il faut relancer quelque chose là-dessus. C'est pour ça que vous le savez, je suis en train de négocier, de réfléchir, de parler à des gens à propos de l'idée de devenir parlementaire européen. Non pas que ce serait le point culminant de ma vie, mais c'est que j'aime bien aller voir à des endroits. Je l'ai fait précédemment quand j'étais dans le secteur prime aux États-Unis. Je suis allé voir dans le secteur subprime parce que ça m'intéressait de voir comment ça se passait là. Alors, ce que je voudrais voir, c'est s'il y a moyen vraiment, s'il n'y a pas vraiment pas moyen de faire des choses en étant parlementaire européen. Il me semble que c'est l'endroit où être et se faire entendre justement pour lutter contre l'entropie qui est en train de nous envahir, de produire un peu de négantropie quelque part. Bon, alors bien entendu, le nombre d'années qui me reste diminue régulièrement. Mais c'est pas une raison pour rester les bras croisés en attendant. Alors qu'est-ce que je découvre jusqu'ici? Eh bien, je découvre ce que les anthropologues appellent des survivances. Voilà, c'est des choses d'un autre âge. Alors, si vous doutez, si vous demandez ce que c'est la politique autour du Parlement européen, eh bien, pensez à ce qu'on appelait en France voilà, les pratiques de quatrième République. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne veux pas être trop méchant, mais c'est-à-dire les renvois d'ascenseurs, les discours du genre le Chardonnay pas navigue sur un volcan, les tractations minables, les considérations d'un autre âge et des choses de cet ordre-là. Ça veut pas dire que ça n'aura pas lieu, parce que voilà. C'est ce dont je me suis aperçu. Dans d'autres occasions, quand je me suis retrouvé dans des comités en me disant qu'est-ce que tu viens faire là, mais enfin il faut voir, eh bien on se trouve en général en face de gens qui n'ont aucune idée et donc il n'est pas difficile finalement de les convaincre d'adopter les vôtres puisque ils n'ont rien d'autre à proposer en échange. Alors, je termine par mon actualité immédiate. Pourquoi est-ce que je suis à Lille? Il y a une réunion importante cet après-midi sur l'avenir de notre chère éthique et transhumanisme. Mais surtout, nous avons, commençant demain, pendant 3 jours, nous avons le grand colloque international sur le transhumanisme. Il y a de très très bonnes communications qui vont être faites. Il y a Bernard Stiegler qui va intervenir, il y a Joël Proust qui va intervenir, et il y aura moi en particulier mon débat avec Monsieur Zorgner sur la notion de dignité humaine, dont il dit qu'il n'y a plus moyen de la fonder. Alors moi je vais quand même vous dire que si on veut continuer à travailler dans des environnements civilisés entre guillemets, je sais que le mot civilisé a été utilisé, a été galvaudé, a été utilisé dans des cadres colonialistes, je n'ignore pas ça, mais enfin bon, il faut bien employer un mot. La décence ordinaire, disait notre ami Orwell, un autre monsieur qui s'appelait Blair. La filia d'Aristote, si l'on veut continuer à vivre dans un univers organisé, dans un univers où, comme disait Confucius, il y a harmonie entre le ciel et la terre, eh bien, il faut réfléchir à des choses qui permettent de vivre ensemble. Et voilà, ça me donne l'occasion en particulier de relire ces 2 textes tout à fait extraordinaires de Nietzsche qui s'appellent Ecce Homo et l'Antéchrist, et de se demander ce que Nietzsche essayait de faire à ce moment-là. C'est pas évident, c'est pas évident. Une façon de voir les choses, c'est de dire bon, il avait pété les plombs. Quand il appelle son maître Schopenhauer, dont il nous avait dit dans une de ses méditations untimely, comment dit-on en français, je ne sais plus comment traduire ça, en français, les méditations inactuelles, les inactuelles, voilà, la 3e inactuelle, Schopenhauer, notre éducateur, notre maître à tous, notre maître idéal. Et là, dans l'Antéchrist, il dit, voilà, quel imbécile, il voulait mettre la compassion au premier plan. Nietzsche, qu'on ramènera à son hôtel plus ou moins hébété après qu'il se soit battu avec un cocher et qu'il ait embrassé en pleurant le cheval. Voilà, c'est le même Nietzsche qui, quelques années plus tard, reprochera à la compassion d'être notre source de perte à tous et de
et de cracher sur son maître, sur son éducateur idéal, Schopenhauer, au nom de la compassion excessive qu'il marque aux êtres humains et aux animaux. Parce que voilà, c'est ça le problème que Zorgner soulève et que je veux attaquer, je dirais, bien en tête. Il dit, puisque voilà, Nietzsche explique dans la réflexion 115 ou 155, je ne sais plus du gai savoir, que notre notion de dignité humaine repose sur 4 erreurs philosophiques, mais ça ne veut pas dire, chers amis, qu'on ne peut pas fonder la notion de dignité humaine sur autre chose qu'éventuellement ces 4 notions dont Nietzsche me dit que ce sont des représentations erronées. Si on est, comment dire, sensible, si on est allergique à la contradiction, c'est pas Nietzsche qu'il faut lire. Il faut lire autre chose. Il faut lire autre chose. Qu'est-ce qu'il fait Nietzsche? Ben, il nous fait, en fait, son style, c'est la provocation. Il nous oblige à réfléchir. Il nous oblige à dire mais non, c'est rigolo ce qu'il dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi est-ce qu'il nous dit le contraire de ce qu'il faudrait dire? C'est pour ça qu'il nous fait penser, mais il faut bien se souvenir de la manière dont il a été appelé aux côtés de Hölderlin et de Kleist par Stefan Zweig, les démoniques, les 3 démoniques. Voilà, c'est la puissance du démon. Ce qu'il y a chez Nietzsche là, à cette époque-là, c'est la puissance du volcan qui fascinait aussi Donatien, j'oublie son premier prénom, de Sade. Voilà. Je voudrais être un volcan, et voilà, il voudrait être un volcan. Bien Nietzsche a voulu être un volcan. Parfois, l'actualité, les résultats du foot qui envahissent nos écrans alors qu'il se passe des choses importantes nous donnent envie d'être plutôt un volcan. Je comprends ça très bien, mais c'est pas comme ça qu'on luttera contre l'extinction, n'est-ce pas, mes chers amis? Il vaut mieux, voilà, prendre ces aphorismes de Nietzsche pour des défis et de dire voilà ce qu'on va offrir à la place. Voilà ce qu'il faut offrir à la place de l'ultralibéralisme qui est une négation de l'homme en disant que l'homme c'est quelque chose qui recherche du profit et qui impose la concurrence et la rivalité parfaite pour pouvoir amasser du profit maximum. On veut pas de ça. On veut pas non plus le prétendu contraire du populisme qui cherche, qui restreint le narcissisme de groupe, le narcissisme collectif aux unités de plus en plus petites. On revient à la nation, et puis quand on a la nation, on peut descendre à la sous-nation, comme l'avait déjà fait la Ligue du Nord, les Italiens du Nord contre les Italiens du Sud, et puis une fois qu'on sera là, on pourra descendre aux rivalités entre les villes. On peut se replier entièrement sur soi-même, bien entendu, mais pour sauver l'espèce, il nous faut un narcissisme collectif à l'échelle de la planète entière maintenant, parce que l'eau qui monte, les océans, la température qui va rendre la vie impossible aux mammifères, tout le phosphore qui se trouve au fond des océans, l'azote qui se combine de manière toxique pour nous dans l'atmosphère. C'est pas le duché de Luxembourg négociant avec le Liechtenstein qui va faire ça. Bon, je n'ai pas d'hostilité particulière à propos de ces pays. C'est pas l'Islande avec ses 330 000 habitants qui va nous expliquer comment il faut faire. Non, il faut travailler sur des unités entières et pas avec des protocoles de Paris, avec des accords de Kyoto qui font quand même que quelques années plus tard, ce qu'on avait voulu empêcher, comme l'utilisation des carburants d'origine fossile, est encore augmenté de 60%. Alors, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Pourquoi j'appelais ma vidéo comme ça? Je crois que vous l'avez compris. Si le sursaut n'a pas lieu dans les années qui viennent, mais alors vraiment dans les 5 années qui viennent, eh bien c'est fini pour notre espèce. On arrivera même à se disputer encore sur les fusées qu'il faut envoyer ailleurs et on n'arrivera même pas à établir une colonie sur Mars avant que ça se termine. Alors voilà, prenons conscience de l'état dans lequel se trouve le monde, retroussons nos manches et disons-nous, même si c'est un simple barreau d'honneur, qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire, qu'il y a peut-être encore des endroits où on peut
en tout cas à les gueuler et essayer de changer les choses. Une vie comme la mienne montre qu'on peut changer les choses, qu'on peut alerter les gens qu'il y a des gens qui vous écoutent, qu'on peut modifier les choses. Ça n'a peut-être pas de votre vivant tous les effets escomptés, mais ce sont des petites graines qu'il est important en tout cas de semer. Et quitte à ce que ce soit d'autres plus tard qui arrosent et qui voient grandir les plantes merveilleuses qui apparaissent là. Bon, là, c'est une petite. Je vais appeler ça une petite prière secrète. Allez, je termine là-dessus. Allez, à bientôt.